Première pour nous, Gazou Info qui prend de l'expansion, qui grossit Jérôme. On a reçu dans nos studios ici même Karianne Bourassa, élu de la CAQ. Premier élu qu'on reçoit ici à Gazou. Effectivement, on a notamment parlé de ce projet de loi de l'obsolescence programmée qui vous touchera directement à partir de cet automne. Elle a été partie intégrante de ce projet de loi, donc on a parlé de ça, mais on n'a pas pu parler d'absolument tout, notamment de ce qui se passe avec la CAQ par limite de temps. Là. Mais quand même, on a pu savoir qu'est-ce qui l'a amené à devenir politicienne. Bonne écoute. C'est parti, autre épisode de notre podcast Gadu, et aujourd'hui on reçoit une députée caquiste également de ma circonscription, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karianne. Salut. On se connaît? Oui, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble un petit peu. Premièrement, comment ça va la vie de député présentement? Intense, surtout avec un bébé, honnêtement. La politique, c'est déjà exigeant, puis il y a plein de gens qui savent pas, mais c'est presque avoir 3 travails en un. Il y a la circonscription, il y a ce qu'on fait au Salon Bleu, il y a également tout le travail d'adjoint parlementaire. Fait que c'est incroyablement beaucoup d'heures, puis avec un bébé, ça s'ajoute. Qu'est-ce qui t'a mené à cette vie-là? Parce que TVA, on te connaît, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, c'est le temps de faire le saut en politique? Parce que dans la salle des nouvelles, il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir, en fait, presque que personne. Moi non plus, je l'avais pas vu venir, honnêtement. J'ai toujours voulu être journaliste. Je me rappelle, en 4e année, j'ai fait un stage au Nouvelliste à Trois-Rivières, puis je me disais, je veux être journaliste. J'avais un seul choix à l'université, c'était l'UQAM, le programme de journalisme, qui est le seul programme de journalisme en français. Puis je m'enlignais là-dessus. J'ai été stagiaire à AV-Télé. Ensuite, j'ai travaillé à ADR-Télé, qui est une chaîne à vie de recherche. J'ai commencé au bas de l'échelle. Après ça, j'ai fait 2 ans à Radio-Canada. Après ça, 10 ans à TVA. Puis à TVA, j'ai pu travailler à Seul Bonjour. J'ai travaillé dans l'hélicoptère de TVA Nouvelles. Puis la vie de journaliste, oui, vous le savez, on est journaliste 24 heures sur 27. On lit les revues de presse. 24 heures. Il reste 3 heures quand même. Tu sais, quand on dit le cerveau de maternité, là, je pense que je l'ai encore. Mon bébé fait pas encore ses nuits. Hein? Donc, 24 heures sur 24. C'est clair, il faut se consacrer, mais un peu comme député. Oui, c'est ça, mais c'est un peu ça. Tu sais, on peut toujours recevoir des appels. Les gens nous contactent à tout moment. On travaille toujours nos dossiers. Puis la politique, c'est un peu pareil. On travaille 24 heures par jour. On est toujours on duty, comme on dit, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de similitudes. Puis moi, où est-ce que ça s'est fait? C'est pendant la pandémie, tu sais, j'ai eu beaucoup de réflexions sur le cynisme. Vous l'avez vu un peu, ce qui m'était arrivé pendant une manifestation, il y a 2 individus qui étaient arrivés pour... les théories ensuite. C'est par la suite, justement, tout ce qui a découlé, les gens qui ont dit « Non, c'est un coup monté, c'est TVA qui a mis son conjoint, puis on fait exprès de faire ça pendant la manifestation pour décrédibiliser un peu le mouvement. » Puis là, il y avait des théories du complot incroyables sur les réseaux sociaux. Puis par la suite, j'ai reçu des menaces de mort. Puis là, moi, j'étais allée en cours, justement, contre une personne qui a obtenu 90 jours de travaux communautaires pour, justement, harcèlement. Puis ça m'a amené à réfléchir, pourquoi les gens sont rendus là? Pourquoi les gens croient plus aux institutions, que ce soit envers les médias, envers les politiciens? Les gens sont désabusés. On dirait qu'ils n'ont plus foi en rien. Puis de plus en plus, je trouvais ça dur de garder ma neutralité parce que journaliste, il faut être neutre. Puis, tu sais, à tous les jours, on traite des sujets différents. On parle de politique, on parle d'action publique. Puis, quand j'interviewais des gens, j'avais tellement envie de dire mon opinion, j'avais tellement envie de dire, mais moi, je ferais ça à la place. Puis, c'est devenu de plus en plus fort. Puis, je me suis dit, OK, non, je pense que, tu sais, quand on est journaliste, on peut dénoncer des choses, mais c'est pas nous qui peut faire changer les choses. Ça se fait au niveau politique. Fait que je me suis dit, est-ce que je suis prête à aller un peu plus loin dans mon désir de changer les choses, puis c'est comme ça que j'ai décidé de faire le saut. OK. Puis, tu parlais de ce qui t'a amené là, c'est le cynisme, mais encore aujourd'hui, là, t'es de l'autre côté de la frontière comme politicien, tu reçois toujours des menaces de mort, des... Oui. T'es en plein dans le cynisme. C'est normal, mais... Ouais. Mais en fait, j'en parlais avec mes proches récemment, j'ai dit, écoute, j'ai jamais fait de job où... c'est facile, tu sais, en journalisme, on se fait tout le temps critiquer, surtout une femme, que ce soit parce que j'ai pas la bonne couleur de rouge à lèvres, parce que mes dents sont pas assez blanches, parce que mes cheveux sont mal placés, parce que mes vêtements ont de l'air trop petits, ou parce que j'ai de l'air idiote, ou parce que j'ai mal prononcé un mot, tu sais, il y a tellement ou parce que mon contenu n'est pas adéquat, puis politicien, c'est un peu la même chose. Les gens aiment pas ce que j'ai dit, aiment pas de quoi j'ai l'air, aiment pas ce que mon boss a dit, tu sais, fait que c'est... Puis ça se traduit par des messages que tu reçois tous les jours ou... Ah oui, des messages négatifs, il y en a tous les jours, mais il y a aussi des messages positifs à tous les jours aussi. Donc, il faut faire la part des choses, mais je pense qu'il faut avoir vraiment une carapace pour
être capable de dire, OK, si les gens nous écrivent, c'est qu'il y a un mécontentement. La plupart du temps, c'est pas dirigé nécessairement contre moi. Si quelqu'un me dit, envoyez des barrasses, on a hâte aux prochaines élections, t'auras plus de job. Bon, cette personne-là me connaît pas. Je suis même certaine qu'elle ne connaît pas mon travail. Fait que si quelqu'un me dit ça, je pense que c'est un peu un ras-le-bol de la situation actuelle où c'est quelqu'un qui a une idée arrêtée, puis les gens mécontents vont être beaucoup plus vocales que les gens contents. C'est rare que quelqu'un content va aller sur les réseaux sociaux pour dire « Oui, j'aime beaucoup, beaucoup Karianne Bourassa. » Tu sais, c'est... Ben rare, hein. C'est un peu la même chose avec nos capsules, là. Les commentaires, c'est n'importe quoi, il y en a, mais j'aime, ça se traduit par un simple like. Mais C'est ça. je veux savoir, comme député, on parle des réseaux sociaux, là, mais c'est pas la vraie vie, les réseaux. Dans la vraie vie, quand tu sors, quand tu vas voir les gens, est-ce que tu sens que c'est différent? C'est là que c'est un peu bizarre. Là, ben, ça dépend des moments, parce qu'on l'a vu, nous aussi, Coalition Avenir Québec, il y a eu des vagues, des creux. On commente pas les sondages, mais bon, on les voit pareil. Puis ça se ressent un peu aussi dans la population, mais c'est rare en personne les gens qui sont désagréables. Puis moi, je dis tout se dit. C'est la manière de le dire. Il y a des gens qui sont venus voir qui disent « Hey, on n'aime pas telle politique que vous faites. Ça, j'aurais pas fait ça. Je trouve que vous devriez, par exemple, porter plus attention à tel dossier. » Tu sais, des gens insatisfaits qui le disent, c'est totalement normal, puis je suis là pour ça. C'est pour ça que cet été, j'ai fait du porte-à-porte pour aller voir les gens et dire « Hey, moi, là, j'arrive avec mes priorités, puis c'est ce que je pense qu'il faut que je représente, mais c'est-tu vraiment ce que vous voulez que j'apporte à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est vraiment les dossiers prioritaires pour vous? De quoi vous voulez entendre parler? » Fait que c'est sûr, je veux que les gens soient honnêtes avec moi, mais il y a des façons de parler, puis pas juste aux députés, dans la vie à tous les jours. Tu sais, on parlerait pas de même à notre voisin, ben les députés et les politiciens, c'est des gens comme tout le monde. C'est quoi ton travail? Bon, je te vois parce qu'on se connaît, là, mais on voit que tu fais des vidéos, des fois plus jeunes peut-être que la moyenne d'âge. Actuellement, tu sais, ce qui est difficile, c'est d'aller chercher, les jeunes, mais la population en général, tu l'as dit, semble désabusée, s'intéresse pas. On parle de période de questions, on parle de projet de loi amendé. Ben, d'abord, c'est ça aussi. Le vocabulaire aussi pour tout ce qui est législatif, c'est lourd. Tu sais, quand on parle de contribuable, quand on parle de fiscalité, quand on parle... Tu sais, souvent, c'est des mots qui sont loin des gens. Moi, j'essaye, puis pourtant, les décisions qu'on prend là, c'est ça qui va affecter le futur dans lequel mon enfant, ton enfant vont grandir. Tu sais, ça semble compliqué, mais en vérité, c'est tellement, tellement essentiel. Fait que ce que j'ai essayé de faire, c'est parti de mes sœurs. Mes sœurs, depuis que Meta n'a plus d'informations sur les réseaux sociaux, mes sœurs me disaient, on ne reçoit plus d'informations parce qu'elle ne va pas nécessairement aller sur TVA Nouvelles, aller sur le Journal de Québec, aller sur Radio-Canada. Elles attendaient que les informations, tu sais, viennent à elles. Donc, si les informations ne viennent plus, en quelque sorte, elles ne sont plus informées. Puis on le sait, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, c'est un peu une chambre d'écho. Puis là, je le sais, avec Charlie Kirk ces temps-ci, j'avais cliqué pour voir ce qui se passait. J'ai que des vidéos de droite en ce moment sur mon Instagram. Que des trucs... j'ai beaucoup de trucs à connotation raciste, j'ai beaucoup de trucs à connotation... Pourtant, c'est pas ce que j'écoutais, mais parce que j'ai commencé à regarder ça, ben là, c'est ce qu'on m'offre. Fait que c'est un peu ce qui arrive. Fait que je me suis dit, ben écoute, si moi, qui a quand même d'une communauté, je peux faire de l'information de manière très, très vulgarisée pour dire un peu qu'est-ce qui se passe au Parlement. Fait que c'est un peu comme ça. Puis je prends des sujets qui touchent vraiment, vraiment les gens. Des sujets qui vont toucher leur portefeuille. On parle d'éducation, on parle de santé, on parle de consommation, par exemple, justement, l'obsolescence programmée. Donc, je prends des sujets comme ça, je les vulgarise au plus simple élément pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ça implique dans leur vie. On va en venir à l'obsolescence programmée, mais avant, je veux juste savoir, est-ce que pour toi, qui est député, il y a un changement à faire au niveau de la population qui a le devoir de plus s'informer ou de comprendre, ou c'est à l'organisation, à la machine, à simplifier, à devenir plus moderne? Comment tu vois ça? Mais je pense qu'un citoyen qui est au courant est un citoyen qui peut prendre des meilleures décisions, qui peut encore avoir une participation encore plus importante. Donc, puis tu sais, on peut pas obliger les gens à s'informer. Fait que puis malheureusement, les gens, puis on le sait, on a des enfants, on a des jobs, on a de la misère à avoir des loisirs. Tu sais, après le bain, les enfants, à 8 heures, on lit un livre, on va se coucher. Tu sais, les gens avant écoutaient les nouvelles, les gens ont plus la télé maintenant ou plus le câble comme avant. Les gens vont pas avoir le réflexe d'aller sur les sites d'information. Donc oui, je pense que c'est à nous de faire un effort pour aller essayer de rejoindre ces gens-là parce que la vie va vite puis les gens n'ont pas nécessairement le temps, malheureusement, de s'informer. J'aimerais t'entendre rapidement sur ta perception des médias maintenant que tu es de l'autre côté, là, parce que, bon,
tu as vécu vraiment les deux côtés de la médaille. Est-ce que tu vois les médias différemment que quand tu étais à... Oui, parce que c'est sûr que... Ah, j'ai dit je fais attention à ce que je dis. On comprend pas. Non, mais c'est parce que dans une politique, par exemple, il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à prendre une décision. Ouais. Mais c'est sûr que les médias, puis on le sait, un reportage à TVA Nouvelles, je donne l'exemple parce que c'est là que j'ai travaillé le plus longtemps, 1 minute 45. OK, bien, comment tu veux décrire un projet de loi, par exemple, qui a pris des semaines de consultation, donc des dizaines de groupes qui sont venus. Ensuite, il y a eu des discussions avec les partis d'opposition. Ensuite, il y a eu des réactions dans la population. Ensuite, il y a eu les adoptions. Tu sais, comment tu veux résumer un processus qui prend autant de temps en 1 minute 45 en disant pourquoi c'est important à la population, qu'est-ce que ça change pour eux? Tu sais, il y a tellement d'informations qui est mise de côté parce qu'on a peu de temps en tant que journaliste pour expliquer une situation. Fait que quand je suis de l'autre côté de la médaille, en étant députée, je me dis, ouais, mais ça, c'est important, mais il n'est pas dans le reportage. Ah, ben ça aurait été important pour comprendre ça. Donc, je trouve ça dur parfois de voir des reportages qui sont plus simplistes. Puis c'est normal aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a de l'information importante parfois qui n'est pas dite ou qui n'est pas mise en lumière. Et on le sait, malheureusement, il y a des sujets qui sont extrêmement importants, mais qui sont pas traités parce que c'est pas... Dans un bulletin de nouvelles, il y a quoi, 6-7 nouvelles qui sont traitées. Donc, si la nouvelle, c'est pas la nouvelle du jour, malheureusement, il y a peut-être personne qui va en parler, mais ça aurait peut-être changé la vie de monsieur et madame tout le monde, de nos voisins. C'est-tu frustrant, ça, comme parfois, oui. Politicienne, quelqu'un qui est là pour changer les choses, de voir que, finalement, le média qui est neutre, qui se veut neutre, quand même un certain pouvoir dans ce qui ressort comme... Oui. Puis, tu sais, c'est là aussi que, tu sais, quand on est journaliste, on comprend... Le pouvoir, on parle du 4e pouvoir, mais quand on est député, on se rend compte aussi à quel point qu'on a besoin des médias, parce que si je veux parler à mes citoyens, j'ai 65 000 citoyens, je peux pas tous leur parler un à un. Oui, j'ai les réseaux sociaux, oui, je vais faire du porte-à-porte, oui, je vais dans des événements, mais si je veux les rejoindre, il faut des médias de masse, il faut des gens qui portent mon message, il faut que je puisse, tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait des conférences de presse, c'est pour informer les gens, c'est pas pour rien que, tu sais, fait que oui, c'est sûr qu'on a besoin des médias, fait que mais en même temps, la neutralité, puis eux aussi ont le droit de poser des questions. Donc, c'est une relation parfois amoureuse. Oui. Ce qui est le plus fou là-dedans, on entend plusieurs personnes dire que les médias travaillent avec les politiciens. Puis là, tu viens de dire que parfois, comme politicienne, c'est frustrant de voir que le média dit pas exactement les choses qui, selon toi, est importantes. Ouais. C'est quand même fou de voir les visions, puis à quel point, en ce moment, il y a un clash. Là. Ouais. Obsolescence contrôlée, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur énormément. Ben tu as fait des capsules, entre autres. Ça a été l'un de mes premiers projets de loi que moi, je travaillais avec Simon Jolin Barrette. J'ai commencé, j'étais son adjointe parlementaire. Donc là, il m'a donné un peu beaucoup de latitude dans ce projet de loi-là. Puis je vais vous l'expliquer, puis je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi ce projet de loi. En gros, 5 mesures qui sont extrêmement importantes. Puis à la base, pourquoi on a fait ça? On a tous un téléphone cellulaire. Personnellement, j'en ai 2 pour différentes fonctions. J'ai un iPad, j'ai un téléphone, puis je vous parle juste des appareils électroniques que j'ai. Donc, de plus en plus, on consomme et de moins en moins, on répare. Ce qui fait que dans les dépotoirs, il y a énormément d'appareils. Donc, on voulait se concentrer là-dessus. Puis, c'est de plus en plus cher parce que ça coûterait moins cher à réparer quelque chose qu'en acheter un nouveau. Malheureusement, actuellement, ça arrive plus souvent quand quelque chose brise, qu'on le jette puis qu'on en achète un nouveau parce que soit que c'est trop compliqué, soit qu'on n'a pas les connaissances, soit qu'on n'a pas le temps. Donc, là, on est venu statuer là-dessus. Première chose, on est venu définir c'est quoi l'obsolescence programmée parce que c'était pas défini. Donc, c'est une mesure qui est mise en place pour réduire la durée de vie d'un appareil ou d'un bien. Et on est venu l'interdire. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que ça, c'est interdit, c'est déjà en vigueur. Ensuite de ça, on est venu mettre la garantie de bon fonctionnement. Ça, tu sais, on sait, il y a des garanties prolongées, il y a de la garantie légale. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça, c'est une garantie aussitôt qu'on achète, puis c'est pour les électroménagers et les appareils électroniques pour l'instant. Donc, aussitôt qu'on achète, puis je donne l'exemple d'un four. Par règlement, donc il y a un comité avec des experts, tout ça, qui vont déterminer, ça c'est pas encore déterminé, ils vont dire, par exemple, un four, ça devrait durer 8 ans. Donc, si le four brise avant 8 ans, bien, on peut retourner contre le fabricant. Et là, on a inversé le fardeau de la preuve. Donc, c'est plus... C'est compliqué d'habitude. C'est ça, c'est plus au consommateur de dire, le consommateur a juste à prouver mon four, là, il marche plus. Puis là, ensuite, bien, avec justement option consommateur, vont pouvoir regarder c'est quoi les recours. Mais on est venu de donner une garantie de bon fonctionnement. Fait que ça, c'est un minimum. Ensuite, autre mesure, le droit à la réparabilité. Vous savez,
puis je veux pas nommer nécessairement de marque, mais moi, j'ai une Tesla. Et si la Tesla brise, habituellement, il faut aller chez le concessionnaire Tesla. Parce que c'est eux qui ont les outils, c'est eux qui ont les appareils. Puis nous, on est venu dire, les gens devraient pouvoir réparer leurs biens. Donc, on est venu obliger les fabricants, puis là, ça peut être autant pour un toaster, ça peut être autant un grille-pain, ça peut être autant pour une voiture. Les fabricants vont devoir donner accès aux pièces, ça c'est important, et aux instructions. Parce qu'il y avait justement certaines compagnies qui n'avaient pas de manuel d'instruction. Donc, si tu veux réparer, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu le faisais à tes risques, après la garantie était plus applicable. Ben c'est ça. Fait que là, on est venu justement dire, la personne peut choisir son réparateur, peut choisir de le réparer elle-même. Donc, il va y avoir aussi des réparateurs certifiés. Mais on est venu accentuer le droit à la réparation et aussi miser là-dessus. On veut que les gens réparent leurs biens au lieu de juste les jeter. On parle souvent du poids du Québec dans le Canada, poids du Québec en Amérique. Oui. À quel point c'est facile de faire ça, de forcer les fabricants à s'adapter parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire, OK, met des règles, mais ils vont juste s'en aller, quitter le Québec. C'est un peu la même chose, mais la loi 101. Les gens pensaient que, hey, si on oblige au Québec, là, les entreprises à mettre du français, ils vont aller ailleurs. Ils sont restés ici. On a des lois environnementales très sévères au Québec. On pensait, hey, les gens, environnementalement, les entreprises vont aller ailleurs. Ils sont venus ici, puis se sont adaptés. Il ne faut pas oublier qu'on est 9 millions, on va dire 9 milliards, 9 millions au Québec. C'est quand même un bon marché. Puis là, on n'est pas toute seule qui agit comme ça. On s'est inspiré de la France. La France qui est pionnière dans l'obsolescence programmée, qui a été l'une des premières à légiférer. Mais là, l'Union européenne commence à légiférer. Les États-Unis aussi, chaque État commence à légiférer. Fait que c'est aussi un mouvement qui est un peu partout. Donc, les fabricants avaient déjà commencé à s'adapter. Autre mesure, là, je suis rendue à ma 4e, c'est les voitures pré-citron. Et ça, je veux qu'on prenne le temps parce que c'est important. On connaît tous quelqu'un, ou même si ça vous est peut-être déjà arrivé, d'acheter une voiture, puis finalement, elle brise dès le jour 1, ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, si vous achetez une voiture qui a moins de 3 ans, ou 60 000 km et moins, et que vous faites 3 réparations pour une même problématique, puis ça ne fonctionne pas, s'il y a cette option-là, 12 réparations sur différentes choses, ou que le garagiste garde votre voiture pendant 30 jours et plus, donc un des 3, vous pouvez déclarer votre voiture gravement accidentée. Comment on fait ça? Dans le fond, vous pouvez justement, c'est avec encore une fois, vous allez voir option consommateur, puis il y a des mesures, mais puis s'il y a un litige, habituellement, le fabricant devrait reconnaître, mais s'il y a un litige, c'est le tribunal qui va trancher. OK. C'est nouveau, ça, ou cette réglementation-là? Parce que je pose ça, ma conjointe a eu un Golf, Volkswagen. Elle l'avait acheté neuf en 2019. Il n'y a jamais eu de chauffage à l'intérieur, puis elle est allée voir le concessionnaire. Ben maintenant, c'est justement une voiture, oui. Il n'y en a jamais eu. Ça partit depuis quand, cette réglementation-là? Dans le fond, il y a déjà, c'est progressif. Tout va être en vigueur à partir du 5 octobre 2026. Là, c'est progressivement. Donc, ce que je parlais, l'essence programmée, maintenant, elle est déjà interdite. Ensuite de ça, la garantie de bon fonctionnement s'est appliquée en 2024. La réparation, c'est 2026 et je crois que la voiture aussi, c'est 2026. Okay. Donc, depuis 2026? 5 octobre. 5 octobre, OK. Peut-être qu'on pourrait corriger, mais je crois que c'est les bonnes dates. Okay. Puis c'est ça. Fait que ça, s'il y a eu ces 3 problèmes-là, ou que justement le garagiste a gardé plus de 30 jours la voiture, on peut la décréter gravement accidentée. Et là, attendez, si la voiture était en location, vous pouvez briser le contrat de location. Si vous avez acheté la voiture, vous pouvez soit briser l'entente d'achat ou exiger de payer moins cher. Donc, il y a plein de mesures comme ça. Puis ça, on pense que c'est vraiment important parce que malheureusement, on en a vu beaucoup plus. Oui, vous avez nommé cette marque qui est revenue assez souvent dans les commentaires qu'on a eus. D'avoir aucun contrôle là-dessus, puis c'est un investissement de plusieurs milliers de dollars. Dans les prochaines années, le consommateur aura plus le fardeau, parce que là, on se dit, ça coûte trop cher, je ne les poursuivrai pas, ils sont trop gros. Oui, non, là, on peut le déclarer justement, puis en fait, on s'adresse s'il y a un litige, bon, habituellement, avec la loi, le fabricant va reconnaître habituellement et va déclarer la voiture gravement défectueuse. S'il y a un litige, c'est le tribunal qui va, encore une fois, trancher. Mais là, dans la loi, c'est inscrit, là, noir sur blanc, ce que je viens de vous dire. S'il y a ces critères-là, ça s'applique. Et donc, on va pouvoir justement soit demander... Puis si, par exemple, le garagiste a gardé 30 jours une voiture qui est en location, vous pouvez même demander le remboursement du mois qui était en... Okay. Donc, vous comprenez, c'est ça. Donc, on vient vraiment aider le consommateur. Et la dernière mesure, puis ça, encore une fois, les gens là, sur Internet qui étaient extrêmement sceptiques, ils disaient voir que le Québec va faire changer les affaires, mais la France l'a déjà fait. Tu sais, en France, ils ont décidé que le USB-C,
Ouais. C'était le fil universel. Donc, c'est pour ça que vous voyez maintenant des iPhones avec le USB-C, c'est pas pour rien. Nous, c'est même pas en vigueur encore. Ça, cette mesure-là, je pense qu'elle est en vigueur justement en 2026. Mais partout, quand vous achetez un iPhone, maintenant, c'est rendu USB-C. Ben justement, c'est parce que la France a dit, puis d'autres pays, d'autres provinces aussi ont commencé à dire, ben là, il faut un fil universel. Donc, nous, on est venu statuer qu'il va y avoir justement un fil universel. Ça va être décidé par règlement, mais bon, à date, tout le monde a décidé l'USB-C. Donc, si j'avais à parier, je me dis que ce serait sûrement ce port-là. Mais ça fait partie des mesures, justement, pour éviter d'avoir 17 fils différents avec nos appareils. Donc, c'est vraiment des mesures. Puis là, je vous ai donné 5 mesures, mais c'est les plus grandes mesures du projet de loi. Sans en savoir davantage, en lire sur le sujet où qu'on se dirige. Bien, si vous allez sur le site du gouvernement, ce projet de loi s'appelait le projet de loi sur l'obsolescence programmée, le projet de loi 29. Vous pouvez aller, il y a des articles de journaux qui ont été écrits également. Moi, je donne de l'information aussi sur mes réseaux sociaux. Puis, il y avait une étude, ça c'est important, une étude qui est apparue aux États-Unis puis qui disait que l'obsolescence programmée pour une famille aux États-Unis, ça coûte environ 500 $ par année. Ce qui veut dire, tu sais, encore une fois, le grille-pain qui brise, qu'on remplace pas, le frigidaire finalement, ou tu sais, si on regarde là, annuellement environ, c'est 500 $ par famille que ça coûte le fait qu'il y ait de l'obsolescence programmée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est oui, c'est sûr que c'est pas la planète. Là. Dans les dépotoirs, il y a trop de... Ouais, il y a de la surconsommation, puis surtout que ça va dans les pays en voie de développement, ça s'accumule, puis bon, c'est énormément toxique. Mais c'est aussi que, tu sais, on s'entend, le coût de la vie coûte cher. Il y a de l'inflation partout. Ouais. En ce moment, là... C'est ce qui va chercher plus les gens, là, si tu leur dis que ça va tu vas économiser. Mais juste s'équiper, moi, j'ai dû racheter justement des électroménagers récemment. C'est très, 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 très cher. Donc, on n'a pas envie de les remplacer après 4 ans parce que ça a brisé. Pas envie d'avoir besoin d'une garantie prolongée qui te vendent à part... Mais c'est ça. Donc là, ce sont les mesures. Puis pour les dates d'application, comme je dis, il faudrait vraiment regarder parce que ça aussi, ça varie toujours. Mais je sais que c'était, tu sais, les mesures entraient en fonction entre 2024, 2026. Donc, selon les mesures. Mais... Ça, c'est un cas concret qui est très intéressant de façon générale. Changer des lois, apporter des modifications. C'est pour ça que tu es en politique. Oui, mais c'est quand même compliqué. Ça représente quoi? Ça représente des années. Ça, il y a eu un projet. Puis comme je l'ai dit, le processus, c'est qu'au départ, puis il y a déjà Guy Ouellette qui avait pensé à ça, qui avait pensé faire un projet de loi. Il y a Marois Risky aussi avec les libéraux qui avait planché sur le sujet. Donc, mais ça n'avait jamais comme abouti. Fait que nous, on a repris ça, on a repris les études. Il y avait le monsieur Rousseau de l'université à Sherbrooke aussi qui s'était penché sur la question. Donc, on a pris tout ce que les experts disaient. On est allé voir en France ce qui se faisait. On est allé voir dans les États ce qui se faisait. Et c'est là qu'on a rassemblé ça. Il y a eu, on a fait un premier projet de loi. Ensuite de ça, les consultations. Justement, on a rencontré des fabricants, on a rencontré des commerçants. Parce qu'eux aussi, là, les commerçants qui doivent offrir les pièces, qui nous disaient, ben là, nous, les pièces, ils n'arrivent pas vite. Tu sais, combien de temps c'est raisonnable de fournir les pièces? Parce que dans certains cas, ils nous disent, nous, ça nous prend 30 jours avant d'avoir une pièce. Est-ce que là, on va être en défaut si on ne fournit pas la pièce si la personne le veut? Donc, il y a beaucoup de détails comme ça que j'épargne aux gens parce que c'est compliqué. Mais donc, on a écouté ces gens-là, on a changé quelques détails à la loi et on a accouché de ce projet de loi qui, je pense, qui est vraiment équilibré. C'est carrément pour les gens. Là. Est-ce que c'est plus compliqué que ce que tu pensais, changer une loi, ajouter, créer carrément toute pièce? C'est un processus qui est tellement intéressant, là, qui est intense aussi, puis qui, tu sais, chaque personne a sa vision. Tu sais, on parle avec Équiterre. Équiterre, là, il n'y a pas le même point de vue que le concessionnaire qui vend des voitures puis qui, lui, dit « Moi, j'ai de la misère à avoir mes pièces. » Donc, il faut essayer de regarder chaque personne, chaque point de vue, puis essayer de trouver l'équilibre là-dedans entre la consommation, entre le droit du consommateur, entre l'environnement. Donc, c'est ça, en fait, la politique, c'est trouver le juste équilibre. Karianne, malheureusement, on manque de temps aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on t'accueille ici en studio. Donc, merci d'avoir pris le temps, c'est bien apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup.